Quand on trouve que quelque chose est bien, on s'associe à ce qui est bien. Mais on ne reste pas à côté pour en profiter en laissant les autres faire l'essentiel de l'effort. Les groupements ont adopté la technique de vente au cadran, parce que c'est simplement une technique de vente qui permet des transactions rapides, qui met sur un pied d'égalité tous les acheteurs et aussi tous les groupements vendeurs. Avant, les éleveurs avaient d'énormes difficultés pour définir un prix. Aujourd'hui, à travers la confrontation qu'on retrouve au niveau de ces marchés, on arrive à définir un prix, à obtenir un prix aussi juste et aussi près que possible de la réalité. Le marché au cadran est également un excellent moyen de clarifier les transactions, un excellent moyen de connaître l'offre, un excellent moyen d'être certain que les cours, disons qui sont publics, sont effectivement respectés. C'est un excellent moyen aussi, argument non négligeable, de garantir au producteur, au-delà de sa livraison, qu'il sera effectivement payé. Mon patron à l'époque, qui était Jean Floch, qu'on connaît, qui est l'entreprise Jean Floch du Morbihan, a dit il vaut mieux avoir un pion dans les troupes ennemies qu'un ennemi dans ses troupes. Il m'a dit il faut que c'est un gars de la Cooperle qui soit le chef des ventes au marché au cadran du port. Tout est parti du Finistère. Le Finistère, d'ailleurs, qui avait lancé il y a quelques années précédemment le marché au cadran des légumes, le marché aux enchères des légumes. Et ensuite, la SICAMOP de Gardesquin avait lancé les marchés des bestiaux. Et donc, l'idée est devenue de faire du porc. Les principaux dirigeants, qui au départ étaient producteurs de légumes avant d'être producteurs de porc, quand ils sont rentrés dans la production porcine, ils se sont aperçus qu'ils avaient les mêmes problèmes que dans le légume, c'est-à-dire les conditionnements, la pesée, le classement, les délais de paiement, la référence de prix. On a fait partie des Finistériens qui étaient au point de départ de ce marché au cadran. Et c'était monté de façon passionnelle, parce que dès le départ, il y avait les pour, les contre. Et ceux qui étaient contre, c'était d'abord les coopératives qui avaient déjà investi dans les outils industriels de transformation. Et puis aussi un peu la politique, les groupements qui étaient de gauche, ils n'en voulaient pas. Quand l'idée a germé et que l'initiative a été prise, ça a été, comme on dit, un choc brutal. Chacun devant, comme on dit, prendre position, qu'est-ce que je dois faire, parce que les réseaux existaient, personne n'a entendu le marché, mais on savait que le prix allait se faire là, et forcément quand le prix se faisait là, tout prix à côté n'avait pratiquement plus d'importance. Alors le comble, c'est que cette idée de marché au cadran est venue par des éleveurs indépendants. C'est des gens qui refusaient le concept des coopératives comme Copagri, comme Unicopa, et qui se voulaient plus indépendants. En 1972, il était très difficile pour un paysan au fond de sa campagne de pouvoir avoir l'information des cotations qu'il se faisait. Et les abatteurs ou les marchands de cochons de l'époque manipulaient ces informations à leur bénéfice et au détriment des producteurs. Les marchés du début, il y avait à peu près au minimum 150 personnes, 180 par marché. Il y avait des buvettes. Pour vous dire, à Châteauneuf-du-Fou, on avait monté un chapiteau immense. Il y avait une buvette qui faisait au moins 30 mètres de long, une buvette comptoir, vous savez. On discutait. Alors, il y avait le champion, celui qui avait vendu le plus cher du marché, c'est alors qu'il payait sa tournée. C'était une ambiance. C'était une ambiance. Ce marché du porc breton en 72 a changé un petit peu la donne au départ, brutalement, parce qu'on a retrouvé pratiquement dans les premiers mois du marché porc breton 40 à 50 acheteurs. C'était vraiment l'endroit où toute personne qui avait qui avait envie de construire un réseau commercial, pouvait trouver la matière première à disposition tous les jeudis et tous les lundis, autant qu'il le voulait, autant à condition, bien sûr, d'être compétent. La Bretagne étant déficitaire, donc ces abattoirs manquaient de cochons. Donc pour en avoir, la garantie d'en avoir en approvisionnement régulier, c'était le marché au cadran, parce que c'est au plus fort la pouche qu'on achète des cochons. Autrement, c'était en négoce avec le téléphone la veille de l'abattage. J'ai vu des gros producteurs vendre leur porc, par exemple à Bénigeau, à Montfort-sur-Meux, la veille, à 9 h le soir, le prix n'était pas encore fait, donc il n'était pas sûr d'envoyer des cochons le lendemain matin dans son abattoir, c'était fou. Il se faisait que quand vous réunissez 50 acheteurs autour d'un marché au cadran avec des boutons, il y a ce qu'on appelle
la pression, il y a des marchés chauds, il y a des marchés, comme on dit, emballés. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Donc ceci s'est fait quand même, au final, avec de l'argent, parce que quand vous mettez une enchère, c'est de l'argent. Donc cette concurrence est freinée à certains moments, fragilisé les opérateurs qui ont fait que mois après mois, on perdait quelques acheteurs en permanence, quoi. Il y a des outils qui ont oublié d'évoluer. J'ai vu par exemple l'abattoir Robert Persson à Plouerette, qui n'avait pas de machinisme dans son abattoir. Il avait 3-4 prisonniers qui prenaient à la prison de Morlaix ou je ne sais où, qui venaient gratter les cochons dans l'abattoir. Pour les gratter, il avait une petite planchette de bois avec des capsules de bière pointées à l'envers pour gratter les cochons, pour tirer les poils. Vous voyez la technique, bon ça n'a pas duré non plus. Hein. Le Finistère a séduit par son système. Après, donc l'ensemble des autres regroupements de Bretagne se sont associés, avec Unigroupement sur l'emballe, un peu l'initiative de Sébastien Coupé et de Jean Floch, qui était son directeur à l'époque sur l'emballe, et qui a regroupé l'ensemble des groupements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, Côte d'Armor, et après on a fusionné les deux marchés, et après on a trouvé une formule moyenne, c'est-à-dire qu'on vendait au classement, mais avec bonification qualité aussi pour les éleveurs qui voulaient vendre en vif. Il y avait une organisation de pesée classement qui était née dans les Côtes d'Armor, il y avait le marché dans le Finistère, et puis, à un moment donné, les discussions aussi en production entre Finistériens et Côte d'Armor ont fait qu'a été créé Uniport Ouest et le marché du port. Ces deux organisations qui ont été le socle de l'organisation porcine régionale. La structure Uniport a eu pour mission de faire en sorte qu'il y ait des normes, des règles pour la pesée. Pour les abatteurs, c'était un peu une partie de leur métier qui foutait le camp. Les premières années, c'était très compliqué. C'était des bras de fer permanents, avec des réunions assez théâtrales, d'après ce qu'on a pu me dire. Et ensuite, je pense qu'on a eu affaire à un groupe de dirigeants porcins de Laval, qui a considéré que les règles égales étaient la meilleure solution par rapport à des comportements assez individualistes des uns ou des autres. Ça donnait une certaine uniformité du classement entre tous les abattoirs, parce qu'il y a des abattoirs qui peuvent classer plus haut, plus bas que d'autres. Il y avait une certaine uniformité qui a séduit un peu la profession et qui a régularisé les normes de classification du porc. Le producteur avait le droit de réclamer une juste pesée, un juste classement, et l'abatteur ayant eu une juste pesée et un juste classement, était capable de faire son travail, comme on dit, en aval, sur le plan commercial. Mais par contre, ce qui leur plaisait pas, c'est qu'on fouillait dans leurs boutiques, parce qu'on amenait des agents pour peser les carcasses et les classer. Parce qu'avant, ils avaient un salarié qui classait les cochons dans leur abattoir et qui les pesait. Mais en fouillant, on vous dira qu'on a trouvé des bascules schmilblick qui trichaient de partout. Il y avait la classification, c'était jamais en faveur du paysan, c'était toujours en faveur de l'intérêt de l'abattoir, c'est lui qui classait. Le marché de vente en progressif, c'était plus lisible le marché, parce qu'on voyait le cours, on démarrait avec un prix plancher, et puis on progressait. Mais c'était long, c'était relativement long, parce que quand on était 4 acheteurs intéressés, 2 et 1, ça s'attend, ça se tâte, ça se regarde, personne ne vient plus, paf, j'y vais. C'était relativement long à vendre. D'ailleurs, le dégressif allait beaucoup plus rapidement. Mais c'était quelque part suicidaire, parce qu'en dégressif, on part avec un prix plancher, et c'est le cadran qui descend tout seul. Et c'est le premier qui appuie, comme dit qu'aucune l'autre. C'est le cas de le dire, parce que tu ne peux plus te refaire. C'est le premier qui appuie, qui a bloqué l'enchère, et l'autre qui dit « mais je voulais le lôme ». Ah ben tu ne peux plus te refaire, trop tard, il est parti. Le prix de base sert bien sûr à ceux qui transitent par ce marché, mais qui sert à l'ensemble de la production bretonne, et très certainement, il est utilisé par nos concurrents belges, hollandais et autres dans leurs transactions. Tous les éleveurs indépendants des différents pays d'Europe se disaient que le prix du porc, référence marché du porc, avec les conventions de paiement, Uniport pesé classement, c'était le système idéal de l'Europe. Vous avez une confrontation directe de l'offre et de la demande pour fixer en toute transparence le prix. Alors qu'en Allemagne, vous avez une cotation de référence et qui est plus ou moins suivie par l'aval et par les intermédiaires que sont les marchands de cochons, où il y a des prix maison qui se pratiquent. Au Danemark, vous avez une coopérative quasi monopolistique qui donne son prix de référence sans réelle mise en concurrence. Aux États-Unis, c'est plus des indicateurs de valorisation de sortie des pièces abattoirs qui vont être un indicateur pour définir les fixations des prix dans les contrats de vente des porcs.
Et en Espagne, vous avez une discussion orale entre des représentants de l'amont et de l'aval, mais avec des représentants de l'amont qui sont sans aucune mesure avec la représentation qu'on en a en France, puisque ce sont des producteurs ou des intégrateurs qui possèdent des dizaines de milliers de truies et qui viennent finalement à la table des négociations pour discuter de combien ils vont vendre leurs cochons. Si à un certain moment, l'État français devient trop stupide, on est bien obligé de remonter sur les barricades le temps qu'il faudra. Quelquefois, surtout dans les crises, les éleveurs n'ont pas trop compris l'enjeu du fonctionnement du marché. Le marché du porc était là pour faire le juste prix à un moment donné. Et ça, bien sûr, les éleveurs ne comprenaient pas toujours. Il fallait un bouc émissaire, alors que c'était pas la faute du cadran si les cours étaient à ce prix-là, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai eu la trouille souvent que quelqu'un rentre avec un fusil dans une salle de vente et me descende parce que j'étais l'animateur du marché. Et moi, j'étais sur le pupitre devant. Ça j'ai vraiment eu la trouille de ces situations-là. Quelquefois, c'était impressionnant. Une fois ici, on s'est fait emmurer. Les gens sont arrivés avec des agglos, du ciment. Ils ont fermé tous les portes, toutes les ouvertures, emmurés avec du ciment. Enfin, c'est pour vous dire. Une autre fois, tout le matériel a été enlevé. Les installations avaient été sabotées, alors qu'à l'époque, on savait par nos comparaisons de prix que le prix du porc en Bretagne était 1 franc plus cher que le prix du porc en Hollande, par exemple. Je pense qu'au fil du temps, la confiance producteur-abatteur ou inversement, elle s'est améliorée. Il y avait quand même ce qu'on appelle des intérêts communs. Un abattoir ne fonctionne que s'il y a des porcs à abattre. Le jour qu'il n'y a plus de porcs à abattre, il y a déjà un abattoir de trop. Et si ça continue, il y en a un deuxième de trop. Donc, quelque part, il fallait quand même être très précautionneux de faire en sorte que les intérêts du producteur, les intérêts de l'abatteur soient préservés. Chaque crise, en fait, a amené des opportunités d'abattoir de se refaire un portefeuille de porc en direct, en disant aux éleveurs ou à un certain nombre d'éleveurs qui étaient au marché du porc, venez chez nous en direct, vous n'aurez plus de problème d'écoulement de vos porcs, on vous garantit l'enlèvement des porcs, et puis ceux du marché du porc restent entraînés. Avec Auchan-Bretagne, on avait essayé d'avoir un cahier des charges horizontal, on va dire. Donc créer une filière horizontale au lieu d'avoir des filières verticales. Et on se rend compte aujourd'hui que les abatteurs préfèrent la filière verticale, ça verrouille beaucoup mieux. Les groupements, ça leur plaît pas mal d'avoir la filière verticale parce qu'eux aussi maîtrisent mieux leurs éleveurs. Et puis nous, au bout du compte, on devient un peu les producteurs de minerais qu'on n'a jamais voulu être. Le cochon appartient au producteur, la qualité appartient au producteur, elle n'appartient à personne d'autre, quoi. C'est pas moi qui décide directement du prix. Donc je fais en sorte que les conditions soient réunies pour que les prix s'améliorent. C'est ça qu'il faut que je fasse. Le prix du porc était le résultat d'une crise. Le fait d'avoir voulu bloquer et derrière d'avoir trouvé de la sympathie de la part de distributeurs, ça a complètement explosé l'organisation. Les prix sont montés de façon politique à 1,40, avec Le Foll, qui était ministre de l'Agriculture, voulant l'imposer. Ça a déraillé et Copperle et Bigard ont quitté le marché. Le marché a été arrêté 6 semaines. 6 semaines après, on a réussi à repartir, mais de façon largement affaiblie, en ce sens que le volume présenté était réduit à 30 000 cochons au lieu de 60 000. Ouais. Le marché du porc a été suspendu pendant plusieurs semaines. Il a fallu remettre ça en route. Et pour remettre en route, comme les abattoirs avaient la main, puisqu'il y avait 2 abattoirs de moins autour de la table au marché du porc, les abattoirs ont imposé une convention qui aujourd'hui limite par le fait les offres au marché. Les 2 principaux opérateurs sont sortis, donc forcément il y a moins de porcs qui sont vendus au marché. Donc quand il y a moins de porcs, quand il y a moins d'acheteurs, forcément c'est plus dur d'être représentatif. Certains peuvent trouver que entre 8 à 10% des porcs qui passent par le marché est insuffisant. Pour autant, l'ensemble des acteurs majeurs est autour de la table pour fixer ce prix de référence. Et ces acteurs majeurs représentent près de 60% des abattages en France et 50% de la production nationale. À ce titre-là, la représentativité est assurée, au-delà du volume de porcs qui passe au marché. On a quand même un prix qui est fixé avec des abattoirs qui vont vers la grande distribution, d'autres qui vont aller vers les privés. Donc on a quand même d'autres qui font de l'export. Donc on a quand même une moyenne, la preuve que ça se tient, puisque le groupe Bigard a tendance à suivre le MPB. L'organisation légumière s'est fait un peu dans la force, dans la contrainte. Et voilà, il faut imposer. Et je pense que peut-être que là,
Les OP seraient tout à fait dans leur rôle d'imposer les choses, à condition d'être en ligne entre elles. Et je pense que c'est à elles, en tant qu'organisation de producteurs, dans la défense des producteurs et du meilleur prix rémunérateur pour eux, peut-être d'essayer d'avoir une meilleure collaboration. Le marché, quelque part, il fonctionne, mais pas de façon optimale. Il ne fonctionne pas de façon optimale parce que 30 000 ports, ce n'est pas suffisant. Donc, pour redonner du corps à ce marché, nous avons mis en place l'AOP Port Grand Ouest, qui regroupe toutes les organisations de producteurs, sauf le leader qui est organisé en filière beaucoup plus verticale. Si demain, l'AOP Port Grand Ouest est capable de mieux gérer la fluidité, le prix sera mieux fait. Un des buts de l'AOP Port Grand Ouest, c'est de monter un cahier des charges commun à toutes les OP, sous la bannière de l'AOP, qu'on soit un MPB ou qu'on n'y soit pas. Si les OP s'accordent sur une volonté politique de garder la qualité pour leurs producteurs, effectivement, le MPB, il n'y a pas de souci, nous on peut tout faire. On peut tout faire, on peut s'adapter, il faut juste des volontés politiques. Le collectif, c'est le MPB et l'AOP. Les deux sont indissociables. C'est extrêmement important. Le MPB, il protège les éleveurs, il protège en particulier les plus faibles, les plus petits, les plus éloignés des abattoirs. Parce qu'en France, on est quand même quasiment le seul pays où le prix qui est défini est celui qui est payé. Dans beaucoup de prix, ce sont des prix indicateurs. Et quand on regarde les variations autour de ce prix indicateur, on est à plus quasiment 3-4 et moins 3-4 si on va en Allemagne, voire même plus parfois, suivant les régions, suivant la taille des lots, etc. Ce prix-là va servir de base pour le paiement des producteurs de porc. Et donc ça, c'est important, comme ça au moins, j'allais dire, c'est quelque part la paix dans le village, on est déjà sur la même base de prix. Et en plus, après, avec Uniport, quelque part, on a le classement aussi qui fait qu'on se retrouve, j'allais dire, tous logés à la même enseigne. Le MPB garantit aujourd'hui qu'un éleveur qui est ici à la pointe, qui vend 50 cochons, soit payé le même prix qu'un éleveur qui est 200 cochons à la porte de l'abattoir. Le prix de base est le même. De toute façon, il y aura toujours un indicateur. La plus grosse des erreurs, ça serait qu'ils disparaissent, ne serait-ce que pour se comparer par rapport aux autres bassins européens. Un abatteur, qu'il soit de statut coopératif ou de statut privé, si demain il n'a pas de prix, il n'a pas de cours officiel, il est perdu. Dans la loi Egalim 2, qui nous demande d'avoir une indexation sur la matière première agricole, dans la mesure où notre produit fini est issu d'une matière première porc, ça nous a semblé 10 fois plus pertinent de prendre le MPB, qui est connu et par les éleveurs, et par les abatteurs, par les industriels et par les distributeurs. C'est vraiment l'indice linéaire qui fait toute la chaîne. Et l'objectif de cette loi étant de pouvoir assurer une meilleure rémunération des éleveurs, je pense qu'au moins on ne peut pas être plus transparent. Tous les éleveurs qui sont rentrés dans le métier depuis 90-2000 n'ont jamais eu à se poser des soucis de pesée, de classement, de prix, de garantie de paiement et d'écoulement de leur porc. Donc ces éleveurs-là ont un sens moindre de l'organisation. Mais je dis quand même globalement attention, parce que l'Europe est ainsi faite qu'une région peut être rayée de la carte rapidement si on n'y prend pas garde. Si tu ne t'intéresses pas au devenir de ton porc charcutier, de sa mise en vente, tout échappera. Tout échappera. S'il n'y a plus de cochons standards à passer au marché, il n'y a que des contrats avec une fixation du prix. On perd la cotation de référence, on perd le marché, on perd la cotation de référence. Ça peut marcher 6 mois, 1 an, des années, comme ça peut... voilà, c'est le retour des blouses noires dans les fermes. Et donc, voilà, les plus belles fermes, les plus proches des abattoirs, etc., s'en sortent. Les petits au plus loin nous quittent. Mais il faut trouver une solution pour que les jeunes qui ont encore envie de ce métier sortent de leur groupement pour ne pas écouter qu'un seul son de cloche. Nous, on préfère, c'est la vision de JA en règle générale, c'est l'ouverture d'esprit, mettre tous les jeunes, tout groupement en même temps, à échanger sur leurs projets et leur montrer finalement l'intérêt et l'imbrication de tout ce qu'il y a au niveau de la filière. Il faut que les jeunes qui rentrent dans nos métiers aient en tête « je suis un chef d'entreprise ». Et pour rester chef d'entreprise, il faut que je sois dans une filière, du moins amont, qui soit organisée. Car seul, je ne suis rien. Seul, je serai bouffé soit par l'amont, soit par l'aval, et je n'aurai qu'une chose à faire, c'est bosser comme un fou pour gagner que dalle.
Le plus important, c'est qu'ils écoutent tout le monde, qu'ils écoutent toutes les possibilités et qu'ils puissent les analyser ensemble. On est sur un même territoire et notre filière ne tiendra que si on est organisé et puissant. Et seul on n'est rien, organisé on peut être très fort. Et les gens du marché du Port-Breton peuvent être fiers que leur marché a pu résister au temps et malgré tout, 50 ans après, être là, c'est chapeau.